la transformation ne s'annonce pas. Elle commence en silence. Puis, tout s'accélère. Les repères changent. Dans ces moments, diriger, c'est avancer malgré l'incertitude. C'est s'adapter, connecter, rassembler. Ici, à Montréal, les idées convergent pour façonner la suite. En période de transformation, le leadership donne la direction. Conférence de Montréal. Menée à travers l'incertitude. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous encourage de bien vouloir prendre place. I'll ask all of you to please find and take your seats because we are getting underway here. Et nous sommes ravis de vous accueillir à ce déjeuner d'ouverture de la 32e édition de la Conférence de Montréal, présentée en collaboration avec le gouvernement du Québec. J'espère que cet avant-midi a été enrichissant et qu'il vous a permis de tirer de nouvelles perspectives des discussions et échanges qui ont eu lieu jusqu'à présent. Avant de continuer, je vous invite à accueillir chaleureusement la table d'honneur. Veuillez vous asseoir. Please be seated. I don't know how many of you are old enough to remember when we used to introduce each guest individually. I have to tell you, as an MC, this way is a lot more fun. Et c'est avec grand plaisir que j'invite Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, gouvernement du Québec, pour le mot d'ouverture. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable du Développement économique Canada pour les régions du Québec. Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique au gouvernement de la France. Monsieur Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe Financier Québec, vice-président du Conseil BMO Marché des capitaux. Monsieur Glenn Hutchins, cofondateur et président du Conseil North Island Ventures. Monsieur Paul Desmarais Jr., président du Conseil Power Corporation du Canada.
chers élus de tous les paliers, très distingués invités, vous accueillir aujourd'hui dans notre métropole à l'occasion de cette nouvelle édition de la Conférence de Montréal est un immense plaisir pour moi. Depuis plus de 30 ans, cet événement rassemble des leaders économiques, des décideurs publics, des chercheurs, des investisseurs venus de partout du monde entier pour réfléchir aux grands enjeux de notre époque. Et des enjeux, il y en a. Dans un contexte marqué par l'incertitude et les transformations géopolitiques, le dialogue et la création de partenariats solides sont plus importants que jamais. C'est précisément ce qui fait la force de la Conférence de Montréal. Montréal est naturellement tournée vers le monde. Elle constitue un pont entre les marchés, les cultures et les talents. Grâce à ses universités, ses centres de recherche et son écosystème d'innovation, notre métropole figure parmi les grands pôles du savoir en Amérique du Nord. Elle joue un rôle moteur dans un Québec dont l'économie est compétitive, ouverte sur les marchés internationaux et reconnue pour son leadership en matière d'énergie propre et d'innovation. Notre nouveau gouvernement agit concrètement pour soutenir cette croissance. Nous investissons dans les infrastructures, les talents, l'innovation et la mobilité afin de renforcer l'attractivité du Québec et de sa superbe métropole. L'Est de Montréal en est un exemple frappant. Au gouvernement Fréchette, nous avons choisi d'en faire un moteur de développement économique pour les prochaines décennies. Nous avons réalisé des investissements majeurs pour soutenir la décontamination des sols, l'acquisition stratégique de terrains et leur requalification. Dans cette optique, nous avons créé la Société de mise en valeur des terrains de l'Est de Montréal, afin d'accélérer la transformation de ce territoire au potentiel exceptionnel. La pointe de l'île représente à elle seule plus de 40 millions de pieds carrés de terrain qui pourront être développés. Nous soutenons également plusieurs projets structurants qui transformeront durablement le territoire. Pensons au prolongement de la ligne bleue du métro, qui a été rendu possible grâce à un investissement historique du gouvernement du Québec et à l'entente conclue tout récemment avec le gouvernement fédéral. Pensons aussi au réseau de navettes fluviales en service depuis 2018. Pensons aux futurs projets structurants de l'Est que nous sommes en train de bâtir pour mieux connecter les communautés du Grand Montréal. Nous investissons également dans des infrastructures stratégiques qui renforcent le rayonnement de la métropole. Le stade olympique connaît actuellement une importante phase de renouvellement. Nous franchirons bientôt une nouvelle étape avec la modernisation et l'agrandissement du Palais des Congrès, un projet que nous avons réactivé afin de consolider la place de Montréal parmi les grandes destinations internationales d'affaires. Au cours des prochains jours, vous aurez l'occasion de discuter de l'économie de demain et des solutions qui permettront à nos sociétés d'être plus prospères, plus résilientes, plus durables. Le gouvernement Fréchette est fier de s'associer à la Conférence de Montréal. Et je vous souhaite, à vous toutes, à vous tous, des échanges fructueux, de nouvelles rencontres et de nombreux partenariats porteurs de l'avenir. Je vous souhaite un bon appétit et bonne conférence de Montréal. Merci. Merci, Madame Rouleau, pour ces remarques d'ouverture et également pour le partenariat exceptionnel offert par le gouvernement du Québec à cette conférence. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous et toutes un bon appétit et nous revenons dans quelques instants.
Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez apprécié tous vos repas ainsi que vos conversations. Alors, nous avons commencé notre déjeuner par une intervention de Chantal Rouleau, qui est également ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Et je suis ravie de poursuivre notre discussion qui aura lieu prochainement sur cette scène principale intitulée France-Canada, sécurité économique, innovation et compétitivité. Cette conversation nous amène au croisement de la finance, de l'énergie et de la souveraineté économique. Et avant de commencer, je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour sa contribution à cette séance. Et je vous prie de bien vouloir accueillir chaleureusement M. Roland Lescure, le ministre de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de la France, et Mme Mélanie Joly, ministre de l'Industrie du Canada, pour une séance animée par Grégoire Barjon, président du BMO Groupe financier. Bienvenue à eux. Bon midi, Madame la ministre, Monsieur le ministre. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour la conférence de Montréal. Un beau bonjour, des salutations évidemment à tous les élus de différentes nations qui sont avec nous aujourd'hui. Votre service public vaut tellement pour les citoyens, alors un grand merci. On a le privilège d'avoir une conversation ce midi sur les relations Canada-France. Vous nous permettrez de faire une partie de la conversation en français, but we will switch between English and French to make sure that all our guests here today can benefit from the insights of our panelists. Laissez-moi commencer en parlant des relations France-Canada. On les sent dans une nouvelle ère. On se sent dans un moment différent. Évidemment, on observe différentes dynamiques géopolitiques, mais selon vous, qu'est-ce qui qualifie cette coopération qui s'accélère, le moment actuel, qu'est-ce qui le définit? D'après toi. Allez, je commence, merci. Bienvenue chez toi. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier la ministre Rouleau parce qu'elle a fait toutes les présentations protocolaires. Voilà. Donc moi, je peux dire que je suis très heureux de me retrouver un peu en famille ici. Oui, ben c'est ça. On sait que tu fais partie de la famille. Voilà. Officiellement, tu es le ministre des Finances et de l'Industrie de la France, mais on sait que tu fais partie de... Chut, ne le dites pas trop fort. Non, mais je suis très heureux de me retrouver avec des amis. Et comme tu le dis, on est dans une période particulière, dans un moment géopolitique particulier. Et je pense que ce qui fait ce moment, c'est à la fois un certain nombre d'élections qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays, mais je pense que c'est plus profond que ça. En 1989, la guerre froide s'est terminée. En 2000, la Chine est entrée dans l'OMC. Et pendant 20 ans, on a ouvert le monde et on s'est dit que le monde allait être plein, qu'on allait tous être plus heureux, en paix, et qu'en plus tout ça se ferait de manière très équilibrée. Et on a bien vu depuis quelques années, notamment avec les résultats d'un certain nombre d'élections, le Brexit, les élections dans le pays du Sud, etc., que ce monde n'était pas si plat que ça, que la paix n'était pas assurée, on a une guerre aux portes de l'Europe, on a un conflit au Moyen-Orient, et que la prospérité unique qu'on avait créée, elle s'était faite quand même, d'abord, au détriment de la planète, pression sur les ressources très forte, et deux, avec des inégalités très fortes. Et donc on se retrouve dans un moment du monde où on a le backlash qu'on connaît sur l'environnement, sur la globalisation, sur la politique libérale, je pense qu'on personnifie tous les deux et d'autres. Et du coup, quand on a deux pays amis qui travaillent ensemble depuis longtemps, qui partagent non pas une langue parfois, mais même deux, puisqu'il m'arrive de parler anglais aussi, je pense qu'on est capable de montrer au monde qu'on peut garder le chemin qui va nous permettre de continuer à avancer en corrigeant les excès, mais en continuant à avancer de manière aussi ouverte que possible. C'est des grands changements. Oui, c'est ça. Mais en fait, Grégoire, ce que j'ajouterais, au Canada, je pense que ça va être partagé par plusieurs personnes ici. Vous savez, on a vécu l'impact de la guerre en Ukraine, mais vraiment pas autant que l'Europe.
On a vécu aussi la guerre au Moyen-Orient, mais pas autant qu'ailleurs dans le monde, et certainement encore une fois en Europe, de par le fait qu'on avait cette distance géographique-là, mais aussi par le fait qu'on était, on avait quand même une puissance, on était une puissance énergétique, on avait quand même beaucoup d'aspects de souveraineté industrielle. Mais on était, somme toute, réconfortés par le fait qu'on était à côté d'un géant américain qui pouvait continuer à nous permettre de prospérer parce que la sécurité était assurée. Et tout ça, toutes ces convictions-là, en plus de, la conviction, comme tu dis, que le monde était plat, c'est-à-dire que essentiellement, les relations économiques entre États étaient basées sur du libre-échange, puis que les politiques industrielles devaient être le moins d'interventionnisme possible. Tout ça a cessé le jour du début de la guerre tarifaire. Et puis ici, au Canada, pour la première fois vraiment, on ressentait cette insécurité-là, cette préoccupation-là, cette anxiété-là. Et c'est pour... Ta question, c'est essentiellement, c'est quoi ce nouveau moment-là? Mais je pense que la France et le Canada n'ont pas vraiment changé. Les autres ont changé autour de nous. Puis ça, c'est Stéphane Séjourné qui disait ça tantôt, puis je trouvais ça très pertinent. Mais là, nous, on doit pas juste être en mode réaction, on doit être en mode proactivité. On doit être capable de contrôler ce qu'on peut contrôler. Et c'est pour ça que là, je pense que plus que jamais, on doit vraiment développer des politiques industrielles, au-delà juste du libre-échange, des échanges commerciaux, mais vraiment des politiques industrielles alignées à un moment où on réagit au protectionnisme américain et aux surcapacités de l'Asie. Et donc, essentiellement, on doit s'assurer que quand on fait de l'interventionnisme étatique, au niveau commercial, industriel, qu'on est aligné. Et ça, c'est pas facile parce qu'on a des pressions politiques, on a des enjeux dans certaines industries, mais c'est ça l'idée, en fait, du discours du premier ministre à Davos, donc d'avoir les puissances moyennes qui travaillent ensemble pour se renforcer. On pourra revenir à cette alliance-là de puissance intermédiaire, but let me double-click on what you're talking about in terms of collaboration and industrial policy. There's a shake-up in the value chains, in the supply chains. There are sectors where France and Canada can get closer and collaborate more. We can think critical minerals, energy, aerospace. Yep. From your perspective, maybe continuing with you, what are some of these sectors and where are you seeing that conversation elevate relative to what may have been the past few years? Well, there are many things, and of course, the relationship between Canada and Europe will deepen because we want to go further into creating common markets on certain industrial capacities. When I say that, I mean aluminum, steel, and we're doing that on defense production, etc. So, concretely speaking, with France, what makes sense is first and foremost on aerospace. On a un investissement d'Airbus extrêmement important ici, au Canada, à Mirabel. On veut en avoir d'autres. Puis on veut être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de défense avec Airbus. On sait que, Airbus est une compagnie, un partenariat vraiment européen, là, franco-germanique, là, mais essentiellement avec des racines très, très profondes en France. On veut être... À Toulouse. À Toulouse, on sait. Donc ça, l'aérospatiale. Definitely on AI, we can do more. I think that the Prime Minister will be going to Paris and meeting with Macron on Friday, I think Thursday or Friday. And they'll be talking about how we can really develop sovereign in AI, and that's following our AI strategy that was launched by the Prime Minister last week. And I would like to say bonjour à Hélène Desmarais qui fait du travail extraordinaire sur ce qu'est l'AI. Merci Hélène pour tout ton travail. Because we need to be able to have options between France and Europe and Canada versus what is being developed south of the border and also in China. So, and at the same time, the other sector is definitely energy.
I think we can do way more on energy together and clean tech, etc. So, and I could go on and on and on, critical minerals, etc. But these would be the ones that I have in mind. The best way to run this interview would be to isolate both of you and see if it's the same answer coming from the partner and friends. Mr. Lescure, which sectors are you seeing that collaboration? My English is not very good, so I couldn't hear what Melanie Yeah, said. c'est bon. C'est comme un reality show. Yes. What do I win at the end? Oui, c'est ça. You know, I started my intervention with politics. And I think at the end of the day, what Melanie just alluded to could be the results of the political situation we're in. There's a backlash against globalization. There's a backlash against the environment. There's a backlash against the world is flat kind of story. And it's true, fair enough, that some of our regions, in France, in Canada, in the US, in the UK, and elsewhere, have been disenfranchised from the globalization massive prosperity boost we've had over the last 20 years. And if we want to convince these people that there's still a future going forward, we need to convince them that the profound revolutions that are taking place right now, you mentioned them, energy transition, AI, quantum computing, are going to be a benefit from them as well. The idea behind the world is flat is wherever the AI is being produced, don't worry, it's going to help you being richer. That doesn't work anymore. We've seen 7, 8 massive companies take over the technology sector, producing immense wealth, but producing a lot of angst in our countries here and there. So the only way we can do it is with like-minded countries to invest those sectors, not just as a factor of prosperity, but also as a factor of jobs, as a factor of empowerment of regions that today feel dispowered. And that's why we see eye to eye, yes, you said it, in energy transition and green energies, in AI and quantum computing. Mistral AI, which is one of the best French companies, Yeah, we like Cohere more. is coming. They're coming. They're coming here on Wednesday. They're opening their office. I was in Sherbrooke a year ago. There's great collaboration in quantum computing. I just hope that the first properly functioning quantum computers is going to be either French or Canadian, maybe produced in France or maybe produced in Canada. And if we do that, we're going to be able to keep on working together, but also producing wealth for everyone. Vous parlez d'énergie, ministre Lescure. Les ambitions climatiques de nos deux pays demeurent quelque chose de véritable et coexistent en même temps à des moments où l'énergie est plus importante que jamais sous toutes ses sources. Comment on concilie ça, tant en France que chez nous, avec nos forces respectives? Évidemment, on parle d'énergie conventionnelle, on parle d'énergie renouvelable, on parle de nucléaire, beaucoup en France. Comment on concilie ça dans le discours public et dans les politiques industrielles et énergétiques? You know, we all remember Winston Churchill once said, "Never let a good crisis go to waste." In the 70s, there was not one, there was 2 oil shocks. And at that time, we didn't have any oil either in France. But at that time, our predecessors said, we're not going to let that crisis go to waste. So we're going to invest in nuclear energy, and we are going to try to build French sovereignty, because we cannot depending from the rest of the world as we do today. And as a child, I remember there was lines at the petrol stations then. Thank God we're not there today. And it was a massive trauma for the French. Fast forward 50 years later, you know, at that time, 90% of the French energy was depending on hydrocarbons. Now it's 60%. And that makes us... From 90 to 60? 90 to 60. So it's still too much, and I'll get back to that in a second. But as a result, we're far less exposed to the current Middle East crisis than Germany, Italy, and others are. So you guys, and Melanie will probably get back to that, you've got a fantastic advantage today because you are producing. We're not, we're importing. So you have to play with your own advantage, and that's why we decided, even before the crisis, but we're speeding it up now, to just double down on renewable and nuclear energy. We want more supply and more demand. As of today, there's about 30% of French cars that are being sold every month that are electric. There's about 95% of these in Norway. And when you look at the time when Norway speeded up and went from 0 to 90, the 30% threshold was very important. So we're also doubling down on, again, enhancing
electric car purchases by French people, but we're not doing it without forgetting what I've just said. We need jobs. On a besoin d'emplois. Et donc, il faut que ces voitures électriques, elles soient faites en France, elles soient faites en Europe, elles soient faites avec des partenariats qui vont nous permettre, oui, d'électrifier, oui, de faire en sorte qu'à la prochaine crise, on dépendra encore moins. Donc, on a fait 90, 60, on veut aller à 35, mais qu'on le fera en créant des jobs. Sinon, on est mort. Génial. Mélanie. Au niveau énergétique, différentes choses. Je pense qu'on peut vraiment saluer le fait que pour la première fois de notre histoire récente, on va être capable d'envoyer du gaz, du GNL, en fait, à l'Europe. On a été capable d'en vendre à l'Allemagne. Bonne nouvelle. Et on sait que l'Europe a besoin de ses amis, a besoin de ses partenaires, et c'est pourquoi on investit davantage dans le secteur énergétique conventionnel, parce qu'on doit être capable justement de créer ce pont-là, cette plus grande intégration-là entre le Canada et l'Union européenne, les États membres, certainement la France et les autres pays, pour diminuer leur dépendance, leur vulnérabilité par rapport non seulement à tout ce qui est énergie russe, on le sait, mais puis ça, on l'a vu à travers la guerre en Ukraine, à quel point il y avait cette vulnérabilité-là qui était problématique, mais aussi par rapport au Moyen-Orient. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Canada, nous, comment on voit ça? C'est qu'on a développé une nouvelle stratégie, en fait, de concert avec les provinces et territoires, puis on travaille très, très fort là-dessus, présentement sur l'électricité. Mais le Canada, particulièrement le Québec, est habitué à des prix d'électricité très bas, qui sont, d'une certaine façon, comme une politique sociale d'appui aux citoyens, mais aussi qui fait en sorte que nos industries, nos entreprises ont accès à de l'énergie pas chère, ce qui nous rend très compétitifs. Mais là, on a un enjeu de capacité. Et donc, alors qu'on sait que la demande en énergie va augmenter, on doit être capable de diversifier nos sources d'énergie au Canada et d'interconnecter les provinces et territoires. Parce que ça, on a trop de problèmes de vulnérabilité entre provinces. Et en plus, on doit être capable que, par exemple, le réseau d'électricité lié à l'hydroélectricité soit aussi connecté aux différents projets d'énergie renouvelable qui sont développés à travers le pays. L'Ontario a un immense projet de nucléaire. On peut aider là-dessus, si tu veux. On a de très belles turbines. Oui, faites à Belfort. je sais. On est en train, nous aussi, en passant. C'est là où on compétitionne avec la France, avec CANDU, mais on a aussi, c'est là, en Ontario, on va développer le premier réacteur nucléaire SMR, là, dans le fond, là, c'est modulaire, qui est plus petit, mais très performant. Et la turbine, elle est faite à Belfort. Ah, bon, c'est bon. Oui. Parfait. On va vous l'envoyer bientôt, elle est presque terminée. Donc, il y a ça, mais aussi, juste pour revenir pour les véhicules électriques, dernier point, Grégoire, on sait qu'au même moment où nous, on est rendu, les dernières statistiques sont sorties sur les véhicules électriques au Canada, je pense au mois de mars, on était à 16% des nouveaux véhicules. Et ça, c'était une augmentation après le retour des subventions. Bonne nouvelle, mais on doit augmenter. Et le Canada, nous, ce qu'on a comme problème, en Amérique du Nord, c'est qu'on est lent à adopter les nouvelles technologies au niveau automobile, alors que l'espace nord-américain a toujours été l'endroit où on développait beaucoup de nouvelles technologies dans le secteur automobile et par la suite, on les exportait. Et donc, nous, on veut se retrouver dans une situation où on veut innover. Si d'autres pays dans le monde ne veulent pas nécessairement autant innover dans le secteur automobile, c'est leur propre décision. Nous, le Canada, on sait où l'industrie automobile s'en va. D'ici 2030, 40% de toutes les nouvelles voitures vendues à travers le monde vont être électriques. C'est là où les capitaux vont. Donc, on a une nouvelle stratégie automobile. Et notre objectif, c'est d'attirer des investissements, certainement de l'Europe, dans le secteur. On a 2 grandes usines de batteries qui sont en production présentement, une de Volkswagen, mais aussi on est en discussion avec la Chine pour attirer des investissements au Canada, mais avec des conditions très, très claires qui vont permettre à ce que les emplois soient au Canada
et que justement, il y a une industrialisation, il n'y a pas de désindustrialisation, surtout à un moment où le secteur automobile est attaqué par des tarifs américains de 25 qui affectent énormément les 500 000 personnes qui travaillent dans le domaine. Les politiques industrielles et énergétiques, ça peut avoir l'air de beaux plans. It could look like a great plan to have an energy policy, but it requires investment. And for investment to flow into your countries, you need the right policies. So, Minister Lescure, maybe any thoughts on how do you attract that investment into these industries that you prioritize? What policies have worked? Any recommendation for your partners? And I'll ask you the same. What works? And you're the banker, by the way. Well, I'll go where your initiatives go. No, I'm going to give you a couple of anecdotes. So when the president was elected in 2017, he asked himself that very question. And we put together some policies, which I'll get back to in a minute. But he also decided to have an event every year called Choose France that would be both a deadline to make sure that investments landed when they had to, and also a showcase for France's attractiveness. So it happens every year. It's happened since 2018. And we host, and I'm sure a lot of people in this room have been there before. The last edition took place in Versailles 10 days ago. We host investors from all over the world who come to France and literally choose France. So if you want to have lunch or dinner in Versailles, you need to have invested in France. That's always a good incentive. But most importantly, once you're there, you've got dating, literally dates with French ministers or French investors and all. The first dates I had in 2018, everyone was talking to me about two things: labor market rules, too complicated, and taxes, too high. Fast forward 10 years, we've had billions of investments from all over the world, because I think we've changed the perception, especially on those two fronts. Now what people tell you is, you've done a great job. We just want that job to be faster, simpler, and more streamlined. So the simplification of procedures, the permitting, and I was having a chat with Tim Hodgson, I think last night. You guys have done a great job on this. So have we. The multi-layered government, does the state, the regions, and the municipalities, are they aligned when you're trying to attract a data center in the north of France or a chemical factory in Normandy? And I think this is very important now. So obviously you need the right fiscal and labor market and everything conditions, but the mindset is probably even more important than any policies you can imagine. We are, obviously, hopefully trying and keep on trying to incentivize people just to choose France, because it's a great country, you all know this. But we've also done so much to attract investment, including to convince people, French people, that having investment in France is good for them. Again, jobs, Yes. presence on the ground. That this virtuous circle, hopefully, will keep on growing after 1 year from now, after the next election. That's great. What works in Canada? Well, there are a couple of things. Of course, we have cut red tape. We've taken clear decisions, and the Prime Minister gave a clear direction regarding the fact of taking decisions, particularly for major projects, faster. I think also we're in this moment where people across the country in the finance sector, in our pension funds, that are looking at themselves and saying, well, yes, this is the moment to invest in our own people. And this is the moment where we will, maybe take a bit more risk, but make sure that basically we're protecting jobs and we're creating new ones. And there's more government interventionism because of that also, because of the sectors that are being tariffs, but also to make sure that, when we have a Canadian champion, when we have this company, that we can keep it Canadian and scale it up. And that's definitely what we're doing with Cohere. We love Mistral, but we like Cohere as well very much. The other thing is, and that would be my last point, is we have an important summit coming up, the $1 trillion summit organized by the Prime Minister in September. Our goal is to attract investment. We're now the most interesting foreign direct
investment jurisdiction in the G7. We have the lowest marginal tax rate of the G7. So anyways, I could go on and on and on. But for us, it's a question of actually economic sovereignty. It's not only competitiveness. It is about being able to stand on our 2 feet as a country in dealing with, at the time we're dealing with a trade war. So it's existential, and I think it gives purpose, and that is why I think that we're taking all the right decisions to make sure that we have a strong economic, footing. Can I add one thing on this? Yes, of Because I think it's very important, because we are not in competition, because we see eye to eye in terms of, as you said, sovereignty, our ability to carry on values. So we can do this while you guys are doing that. We can choose France while others are choosing Canada. And the more French companies are going to invest here, and the more Canadian companies. Absolutely. You know, last week in Versailles, there was tons of Canadian investors who invested billions there. So let's not forget that the world's not so flat anymore, but we still need to work together. So industrial policy is not protectionism. Yeah. It's our ability to grow together while protecting our jobs. Yeah, parce que je pense que la question des politiques industrielles est de retour, comme dans les années 70 à l'époque, années 80, mais c'est parce que... T'étais pas né à l'époque. Hein. Non, pas encore. 80, oui. Mais le but, c'est qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Puis avec ces journées, on en parlait tantôt, mais l'enjeu qu'on a, c'est qu'on réagit tous aux tarifs américains ou à l'incertitude créée par la menace de tarifs. Et en même temps, on craint cette surcapacité de l'Asie, enfin essentiellement surtout de la Chine, qui pourrait participer à une désindustrialisation. Certainement, dans le secteur automobile, il y a une crainte en Europe, mais nous, on doit bien le faire ici au Canada aussi. Donc, face à ça, on pourrait juste en être en mode réaction. Et ça, c'est un problème. Parce que si on ne partage pas d'informations entre la France et le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est en vase clos, on va être en mode défensif et on n'a pas la capacité par nous-mêmes de financer tout ce que les très grandes économies sont capables de financer pour se protéger et développer et scaler, dans le fond, leurs propres entreprises. Donc, c'est là que les puissances moyennes doivent être capables de travailler ensemble. Ce qu'on appelle la troisième voie, c'est le développement de la troisième voie, mais concrètement parlant, on doit avoir des politiques industrielles alignées, mais on doit avoir des joueurs canadiens, français, qui se développent, qu'on est capable de dire, bon, ben si c'est bon pour la France, c'est bon pour le Canada. Et ça, c'est pas encore intégré. Et ça, on doit en voir beaucoup plus parce que nous, on avait tendance beaucoup de travailler sincèrement, dans les faits, même au Québec, beaucoup avec les États-Unis, oui. Beaucoup plus qu'avec la France. Bien, je pense que c'est un bon point sur lequel terminer. Monsieur Lescure, vous avez référé à la transformation de certains secteurs de la France en 10 ans, des politiques qui ont fonctionné. On se souhaite que sur la prochaine décennie, cette crise identitaire des puissances moyennes devienne justement une crise de laquelle on bénéficie et qui raffermit des liens entre des pays qui partagent des valeurs fortes. Et on espère que cette collaboration-là amènera nos secteurs industriels, notre collaboration encore plus loin. Alors, merci, Mme Joly. Merci. Puis on sait qu'on a un allié au sein de et vice-versa. Cabinet. Non, mais ça, juste finir là-dessus, c'est important, les relations entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Ouais. Vous avez un Premier ministre et on a un président qui s'entendent extrêmement bien, ouais. Qui ont la même vision du monde. Et comme vous le voyez, au niveau des ministres aussi, on s'entend bien. Donc, c'est pas si mal quand même. Il n'y a que des belles choses à venir. Merci. 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 Quelle conversation utile qui a mis en lumière les opportunités en France et au Canada. Merci aux deux ministres de s'être joints à nous et à notre excellent modérateur. Et nous reprendrons nos conversations sous peu. Bon appétit.